Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas touchy du tout, et si tu as lu le titre de la vidéo, tu vois de quoi je parle, les races humaines. Tu crois à l'inégalité des races? Oui, bien sûr, c'est évident. C'est parti. Bon, à la base, j'ai pas fait cette vidéo vraiment pour réagir à l'actualité, même si pour le coup, c'est vrai que ça coïncide pas mal pour parler de ce problème. En fait, suite à ma dernière vidéo, le lien est ici, j'ai eu quelques commentaires sur le sujet. Alors, je pense que ces commentaires ont été postés sans avoir pris vraiment le temps d'explorer ce que la science dit à ce sujet. Du coup, je m'étais dit que ce serait pas mal de parler de ce concept d'un point de vue biologique, en mettant de côté toute idéologie, et de voir s'il est vraiment claqué au sol. Claqué? Spoiler alert, alors oui, c'est claqué au sol. Mais comme à peu près tout ce qui fait débat dans la société, il y a des petites subtilités, et c'est un petit peu plus compliqué que de dire qu'il n'y a pas du tout de groupe ou de différence biologique entre des populations. En français, le mot race peut être utilisé pour désigner deux choses, les races animales et les races humaines. Le mot est même utilisé pour les humains dans la Constitution de la Ve République. En effet, l'article 1 stipule que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. On trouve d'ailleurs les deux définitions suivantes dans le dictionnaire de l'Académie française. En parlant des animaux, en particulier des animaux domestiques, désigne, au sein d'une espèce, certaines catégories d'animaux distinguées par des caractéristiques communes, notamment morphologiques, qui sont constantes au cours des générations et souvent obtenues par des méthodes de sélection génétique. En parlant des êtres humains, chacun des grands groupes entre lesquels on répartit superficiellement l'espèce humaine, d'après les caractères physiques distinctifs qui se sont maintenus ou sont apparus chez les uns et les autres, du fait de leur isolement géographique pendant des périodes prolongées. Un homme de race noire, de race blanche, de race jaune. Le mélange, le métissage des races. On voit donc bien que même si on a deux définitions, elles sont quand même très proches, avec comme point commun une catégorisation basée sur des critères physiques. La principale différence entre les deux définitions est que pour les animaux, ces critères ont été sélectionnés artificiellement. Et ça, c'est une différence majeure. Et je vais t'expliquer pourquoi plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, en anglais, on utilise deux termes différents. Race pour les humains et breed pour les animaux. To breed voulant dire élever, ce qui renvoie à la sélection artificielle. Avoir deux termes séparés permet donc de bien faire la différence entre un concept biologique, breed, et un concept qui est une construction sociale basée sur des critères physiques et culturels, race, ce qui permet justement peut-être de mieux pointer du doigt son côté problématique. Mais revenons au français. Ici, il faut que j'ajoute une petite précision. Si on parle de race pour les espèces animales domestiquées, il y a un concept très similaire pour les espèces sauvages, celui de sous-espèces. Comme pour les races domestiques, des sous-espèces sont des sous-groupes au sein d'une même espèce ayant une diversité génétique relativement importante entre elles. La différence avec une race animale est donc la façon dont ces groupes sont apparus. Pour la race, c'est par isolement artificiel imposé par l'humain. Pour les sous-espèces, c'est un isolement naturel, par exemple une grande distance, des chaînes de montagnes infranchissables, etc. Du coup, est-ce qu'on peut identifier des groupes biologiques humains qu'on classifierait en race ou en sous-espèces? Pour étudier cette question, on va utiliser deux outils. Un outil graphique, les arbres phylogénétiques, et un outil mathématique, l'indice de fixation. Pour simplifier, les arbres phylogénétiques, qu'on peut aussi appeler arbres d'évolution, nous indiquent le temps écoulé depuis que deux groupes, espèces ou populations, se sont séparés, c'est-à-dire par rapport à l'époque où on trouvait uniquement leur ancêtre commun. L'indice de fixation, ou FST, permet de mesurer la différence génétique relative entre deux populations. Dans la prochaine partie, je vais t'expliquer simplement et rapidement ces deux outils, et notamment comment on construit un arbre phylogénétique. C'est mieux de la regarder pour mieux comprendre la suite de la vidéo, mais si jamais t'as pas envie de t'embêter avec ça, tu peux passer directement à la partie suivante, j'ai indiqué les différentes sections en description. Et avant de voir comment on peut appliquer ces outils pour étudier la question d'existence de races humaines, on va voir comment les appliquer à deux autres exemples pour bien voir la différence. Les chiens et les chimpanzés. Pareil, si tu veux directement passer à la partie humaine, regarde les sections en description. Pour discuter du concept de race, ou plus généralement de variation au sein d'une même espèce, je vais d'abord revenir rapidement sur le concept d'espèce biologique, parce que c'est plus facile à comprendre,
Et on va ensuite utiliser les mêmes principes pour parler des races et des sous-espèces. Dans ma dernière vidéo, j'explore plusieurs possibilités pour voir l'apparition d'une nouvelle espèce humaine dans le futur, en suivant les 4 processus de spéciation connus dans la nature. La spéciation allopatrique, la spéciation péripatrique, la spéciation parapatrique et la spéciation sympatrique. Pour définir ce qu'est une espèce, j'avais utilisé une définition en particulier. Les espèces sont des populations différentes d'un point de vue morphologique et génétique, au point qu'elles ne peuvent éventuellement plus se reproduire entre elles. Cette définition était pratique parce qu'elle est assez intuitive et facile à comprendre, et elle est même communément utilisée en écologie et en biologie. Mais elle a quand même quelques limites, et on a défini d'autres concepts d'espèces souvent liés aux spécificités du domaine d'étude. On a longtemps utilisé des critères physiques pour séparer les espèces. Ces caractéristiques physiques, on appelle ça le phénotype, si tu veux te la raconter un peu en soirée la prochaine fois. Lorsqu'on se base sur des critères physiques, on parle alors d'espèces typologiques ou morphologiques. Le concept d'espèce morphologique rejoint donc en partie celui de race comme défini précédemment, mais en considérant des différences physiques bien plus importantes. Mais c'est une approche qui risque de faire pas mal d'erreurs, car les similarités physiques ne sont pas forcément représentatives du processus évolutif. Des espèces très lointaines vont parfois développer des caractéristiques physiques similaires en fonction des contraintes environnementales. C'est ce qu'on appelle la convergence évolutive. Par exemple, les vertébrés et les céphalopodes, qui englobent notamment les pieuvres et les calamars, ont développé des yeux ayant des caractéristiques similaires et fonctionnant comme un appareil photo. Les échidnés et les hérissons ont tous les deux des épines sur le dos pour se défendre contre leurs prédateurs, etc. La similarité physique ne permet donc pas de bien comprendre la similarité génétique et l'évolution. Une telle classification va donc dépendre des caractéristiques sélectionnées. Prenons les 4 espèces suivantes. Le mouflon canadien, le mouton de Jacob, et au passage, tu auras peut-être appris qu'il existe des moutons à 4 cornes, le nez noir du Valais, un autre mouton, le porc laineux et l'alpaca. Et j'imagine que tu vois déjà où je veux en venir. Si on prend la caractéristique taille des cornes pour établir quelles espèces sont plus proches les unes des autres, on va plutôt associer le mouflon canadien et le mouton de Jacob, puis le nez noir du Valais, et enfin le porc laineux et l'alpaca qui, eux, n'en ont pas. Si on prend la caractéristique nombre de cornes, on va plutôt associer le mouton canadien et le nez noir du Valais et mettre les 3 autres à part. Enfin, si on prend la caractéristique pelage blanc épais, on va plutôt associer le nez noir du Valais, l'alpaca et le porc laineux, puis le mouton de Jacob et enfin le mouflon canadien. Alors qu'en fait, d'un point de vue évolutif, les 2 moutons sont bien entendu les plus proches, puis le mouflon, le porc et enfin l'alpaca. Pour avoir une meilleure idée du processus évolutif, il faut utiliser la génétique afin d'identifier comment les mutations successives se sont enchaînées, ce qui permet d'établir un arbre phylogénétique avec des embranchements. Pour te donner les grandes lignes, pour créer un arbre phylogénétique, on va partir d'une séquence de bases nucléiques, la même pour plusieurs espèces. Les bases nucléiques, dénotées A, C, G et T, sont en quelque sorte les briques qui composent l'ADN. Reprenons nos 4 espèces précédentes de moutons, de mouflons, de porcs et d'alpaca. Considérons que ces espèces sont associées aux séquences de bases affichées à l'écran. On voit qu'elles se ressemblent beaucoup. C'est normal, ce sont toutes des ongulés. Mais il y a des différences pour certaines bases. Ces différences sont apparues au gré de l'évolution selon des mutations. Le but du jeu est alors de trouver l'arbre phylogénétique qui explique le mieux comment ces mutations se sont développées. L'arbre le plus probable est celui pour lequel chaque mutation apparaît le moins de fois. C'est ce qu'on appelle l'arbre de parcimonie maximale. Par exemple, dans nos séquences de bases nucléiques, on voit plusieurs mutations, entre T et G, entre T et C, et entre A et C. Si on prend le bon arbre phylogénétique, la mutation de T à C va apparaître une fois sur la branche correspondant à l'ancêtre des 2 moutons. La mutation de G à T va apparaître une fois sur la branche correspondant à l'ancêtre des 2 moutons et du mouflon, et même chose pour la mutation de C à A. On a donc 3 mutations en tout sur cet arbre. Si on prend à la place l'arbre basé sur la caractéristique du pelage, la mutation de T à C va apparaître une fois sur la branche du noir du Valais et une fois sur la branche du mouton de Jacob. La mutation de G à T va apparaître une fois sur la branche du noir du Valais et une fois sur la branche de l'ancêtre du mouton de Jacob et du mouflon. Et pareil pour la mutation de C à A. On a donc 6 mutations en tout sur cet arbre. Il est moins parcimonieux que l'autre, donc il y a peu de chances qu'il reflète le processus d'évolution de ces espèces. Dans cet arbre phylogénétique, chaque branche correspond à une espèce phylogénétique différente, et la longueur des branches correspond à la distance génétique entre 2 espèces, qui va être plus ou moins corrélée avec le temps,
en fonction des taux de mutation. Et comme on vient de le voir pour les espèces, on peut appliquer ce principe au niveau de populations distinctes. Considérons une population initiale, dont une autre population se détacherait pour aller s'installer ailleurs, et ainsi de suite. En considérant que ces populations ne soient plus en contact l'une avec l'autre une fois qu'elles se sont séparées, il peut y avoir des petites mutations génétiques au sein de chaque population, par exemple favorisées par un environnement différent. En théorie, on peut alors regarder les différences génétiques entre plein d'individus et grouper les individus les plus similaires au sein d'une même population, représentés comme une seule branche de l'arbre. Mais en pratique, ça va être beaucoup plus compliqué pour des populations qui se sont séparées récemment que pour des espèces. Parce que ces mutations vont être difficiles à localiser au milieu de toute la variabilité génétique entre les individus. Et en plus, les populations sont rarement complètement isolées, et il y a souvent des personnes qui transitent d'une population à une autre, ce qui vient uniformiser en partie le code génétique de ces populations. Mais comme on va le voir, les scientifiques ont quand même réussi à générer ce type d'arbre, ce qui permet notamment d'étudier le processus de colonisation du monde par l'espèce humaine. On peut alors imaginer deux configurations théoriques extrêmes pour les arbres phylogénétiques. Dans la première configuration, on a des groupes et des sous-groupes distincts qu'on peut clairement différencier en regardant les ancêtres communs. Un ancêtre commun à toutes les populations a donné deux groupes principaux, chacun caractérisé par leur ancêtre respectif. Pour chacun de ces groupes, l'ancêtre commun a également donné deux sous-groupes, eux-mêmes composés de deux populations ou espèces. Pour résumer, on peut différencier deux groupes distincts s'ils ont un ancêtre commun séparé. Retiens bien ça, c'est important pour la suite. Dans la deuxième configuration, on ne peut pas vraiment identifier de groupe distinct. La structure est complètement imbriquée. Au mieux, tout ce qu'on peut faire, c'est considérer un groupe composé des branches de gauche et ayant un ancêtre commun, qu'on pourrait délimiter à partir de données quantitatives. Et ensuite, chaque branche comme un autre groupe séparé. On ne peut pas considérer ces autres branches comme un autre groupe à part, puisque chaque ancêtre en commun serait aussi un ancêtre du groupe de gauche. En pratique, pour des données réelles, on va avoir tendance à être un peu entre les deux, comme on va le voir. Mais un arbre phylogénétique ne donne pas toutes les informations. Il nous indique juste le chemin évolutif des espèces ou des populations par rapport aux mutations successives, mais pas à quel point elles sont différentes par rapport à l'ensemble de leur génome. Pour ça, on peut compléter l'arbre phylogénétique en utilisant l'indice de fixation, ou FST, qui évalue le rapport entre la variabilité génétique moyenne au sein des individus d'une même population par rapport à la variabilité génétique entre les individus de toutes les populations. On calcule souvent le FST en utilisant la formule suivante, HT moins HS divisé par HT, où HT est la différence moyenne entre les séquences ADN de deux individus appartenant à deux populations différentes, et HS est la différence moyenne entre les séquences ADN de deux individus appartenant à la même population. Plus le FST est proche de 0, plus les groupes sont similaires, car on ne peut pas différencier une paire d'individus appartenant à deux populations d'une paire d'individus appartenant à la même population. Inversement, plus le FST est proche de 1, plus les populations sont différentes. Dans cette vidéo, on va donc considérer que d'un point de vue conceptuel, pour avoir des races ou des sous-espèces, il faut donc deux choses. D'abord, il faut une structure d'arbre permettant d'identifier des sous-groupes clairs, qui correspondraient à des races différentes. Ensuite, il faut aussi que les valeurs de FST entre ces groupes soient élevées, afin de montrer qu'ils sont bien différents génétiquement. En d'autres termes, même si on peut identifier que deux populations se sont séparées à un moment donné, ce qui donnerait deux branches séparées dans un arbre phylogénétique, il faut aussi qu'on arrive à différencier des individus pris au hasard dans ces populations par rapport à l'ensemble de leur code génétique. Des chercheurs ont récemment dressé un arbre phylogénétique du loup et du chien en utilisant les principes que je viens de t'expliquer. Par rapport aux configurations théoriques possibles d'arbres phylogénétiques, on voit qu'on est plutôt dans une configuration générale de groupes et de sous-groupes séparés, avec les loups et les chiens ayant un ancêtre commun lointain. Dans les chiens, on voit aussi différents sous-groupes, sélectionnés artificiellement par l'humain. On a par exemple les chiens de berger, les retrievers, les terriers, etc. En d'autres termes, l'humain s'est assuré que les grandes races de chiens ne se reproduisent pas entre elles, et donc soient isolées génétiquement, ce qui a aussi mené à des différences physiques importantes. Parler de race pour les chiens a donc du sens du point de vue de ce critère. Au sein de chaque grande race, la structure est ensuite plus complexe, avec un mix des deux configurations théoriques, en fonction des caractéristiques qu'on a voulu sélectionner. D'autres études se sont concentrées sur des nombres de races plus réduits,
et ont calculé l'indice de fixation entre les races. Une étude de 2007 a par exemple calculé les FST entre le Rottweiler, le Bouvier bernois, le Retriever à poil plat et le Golden Retriever. Ils ont trouvé des valeurs entre 0.237 entre le Golden Retriever et le Retriever à poil plat et 0.398 entre le Bouvier bernois et le Retriever à poil plat. Des valeurs plutôt élevées pour des races très proches dans l'arbre phylogénétique. Avant de parler de l'humain, on va regarder nos plus proches cousins, les chimpanzés et les bonobos, pour faire un parallèle et bien voir les différences. On va appliquer les mêmes outils pour voir si on a des sous-espèces. Le genre Pan comprend deux espèces, le chimpanzé, Pan troglodyte, et le bonobo, Pan paniscus, qui avait d'ailleurs initialement été considéré comme une sous-espèce du chimpanzé et était appelé chimpanzé pygmée en se basant sur des critères morphologiques. Et comme on va le voir, la génétique dit bien que c'est une espèce séparée. L'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, considère 4 sous-espèces de chimpanzés. Le chimpanzé au poil long, Pan troglodyte schweinfurtii, le chimpanzé tchego, Pan troglodyte troglodyte, le chimpanzé du Nigeria, Pan troglodyte elioti, et le chimpanzé verus, Pan troglodyte verus. Certains ont proposé de séparer le chimpanzé au poil long en 2 sous-espèces, et d'ajouter le chimpanzé marungensis, Pan troglodyte marungensis. Mais que nous disent les arbres phylogénétiques et le FST? Est-ce qu'on peut identifier 4 ou 5 espèces phylogénétiques? L'arbre phylogénétique entre ces 5 populations et le bonobo a une structure imbriquée. Le bonobo est génétiquement très différent des 5 autres populations, ce qui est représenté par la longueur de sa branche, et justifie bien de le considérer comme une espèce à part. Pour les sous-espèces de chimpanzés, on avait une population initiale qui s'est séparée en chimpanzé verus d'un côté et un autre groupe de l'autre. Cet autre groupe s'est ensuite divisé en chimpanzé du Nigeria et un autre groupe, lui-même se divisant en chimpanzé tchego d'un côté et un dernier groupe à l'origine de la division entre chimpanzé au poil long et chimpanzé marungensis. Étant donné la structure de cet arbre, en se basant sur ce seul critère, on est soit obligé de considérer en effet chaque sous-espèce comme séparée des autres, ou éventuellement de grouper les espèces en bout de l'arbre dans une catégorie à part et de garder les autres branches séparées. Les mesures de RST, un indice analogue au FST qui se base sur un type particulier de séquence génétique, nous permettent d'étudier la question un peu plus en détail. Le RST confirme bien que le bonobo est très différent des autres, avec des valeurs proches de 1. Le chimpanzé verus est à peu près aussi différent de toutes les autres sous-espèces, avec des valeurs entre 0,41 et 0,36, ce qui est cohérent avec l'arbre phylogénétique. La différence génétique entre le chimpanzé du Nigeria et les 3 autres est aussi à peu près identique, autour de 0,27. Par contre, pour les 3 sous-espèces restantes, les valeurs de RST sont presque nulles. Même si ces populations se sont séparées il y a environ 100 000 ans, ces valeurs questionnent la pertinence de les considérer comme des sous-espèces phylogénétiques différentes, du moins au même titre que les autres. Pourquoi, comme je te le disais en intro, on ne peut pas parler de race biologique pour l'espèce humaine? Eh bien d'abord, si tu cherches l'arbre phylogénétique des populations humaines, tu vas avoir un petit souci. Tu vas en trouver beaucoup en fait. Donc déjà, le fait qu'on n'arrive pas à avoir un arbre clair devrait nous mettre la puce à l'oreille. En fonction des parties de notre code génétique que l'on examine, on va avoir des résultats différents. Ceci est notamment dû au fait que les différentes populations sélectionnées sur une base géographique n'ont pas été complètement séparées les unes des autres. Il y a eu beaucoup de mélanges entre elles en fonction des migrations au cours du temps. Mais admettons que l'on néglige ces migrations. Même si ces arbres sont tous différents, on peut quand même trouver certaines similarités globales. En prenant un de ces arbres, le plus facile à lire par simplicité, qu'est-ce qu'on observe? La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'il semble quand même y avoir certains groupes distincts. On a un groupe pour le continent américain, plus une partie de la Sibérie. Avoir un groupe séparé pour le continent américain est assez logique, puisque ce continent a été séparé de l'Eurasie après la fonte des glaces du détroit de Bering à la fin du dernier maximum glaciaire. On a ici les populations d'Asie de l'Est, en vert kaki, qui font partie du même sous-groupe. Un autre groupe, en bleu et marron, correspond aux populations océaniennes, polynésiennes, australasiennes et d'une partie de l'Asie du Sud-Est. Ces 3 groupes de populations sont les plus clairs. Et si on ne considérait que cette partie de l'espèce humaine en se basant uniquement sur cet arbre, on n'est pas trop loin du concept de race. Mais si on remonte plus haut, on voit que ça commence à se compliquer. Dans cet arbre, les populations du Moyen-Orient suivent un schéma imbriqué. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas identifier un ancêtre commun qui leur est propre. Tout ancêtre commun à une de ces branches l'est aussi pour les populations de l'Est de l'Asie, d'Amérique et océanienne. Et on voit déjà que le concept de race ne tient plus la route. Mais si on compare avec cet autre arbre, on voit bien les populations américaines et océaniennes,
et les populations du Moyen-Orient forment un groupe à part. Pas de consensus donc. Bon, on va se faire l'avocat du diable et faire du gros cherry picking et considérer qu'on a bien des groupes de populations distinctes. Si on revient à notre premier arbre et qu'on continue à remonter dans le temps, on peut voir un petit groupe de populations correspondant aux populations européennes, puis un autre groupe correspondant aux populations juives. Mais cette fois, si je regarde l'autre arbre, on voit qu'il ne les considère pas comme deux groupes de populations différentes, mais que les populations européennes sont imbriquées avec les populations juives. Pour continuer à défendre l'idée de race, il faut donc commencer à être sacrément malhonnête. Mais soyons-le et continuons à remonter dans le temps. On arrive alors aux populations africaines. Et là, quel que soit l'arbre que l'on regarde, on observe la même structure imbriquée. Cette structure veut dire qu'il est impossible de définir un groupe commun pour les populations africaines. Si on regarde les ancêtres communs, on voit que la population somalienne est plus similaire à n'importe quelle population européenne, par exemple, qu'à la population Yoruba d'Afrique de l'Ouest. En utilisant les arbres phylogénétiques comme critère, il n'y a donc pas de race noire ou de race africaine, et donc pas de race tout court. Mais continuons sur notre mauvaise foi pour les besoins de cette vidéo et poussons le raisonnement encore plus loin. Très bien, il n'y a pas de race africaine. Mais si on regarde le reste du globe, les arbres phylogénétiques nous montrent quand même certains groupes assez séparés qui pourraient correspondre à la définition de race. Bon, en fermant les yeux sur les différences entre les arbres et en faisant du cherry picking pour ne sélectionner que les structures qui appuient cette conclusion. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Mais un arbre phylogénétique de population nous permet simplement de suivre comment ces populations se sont formées en se déplaçant, pas si elles sont vraiment différentes les unes des autres. Pour ça, on a besoin de notre deuxième outil, l'indice de fixation, qui compare la variabilité au sein d'une population à la variabilité entre les populations. Pour avoir des races définies comme des groupes de populations, il faudrait donc que le FST soit faible au sein d'une race et élevé entre les races. Si on prend les valeurs de FST calculées entre 42 populations dans le livre L'histoire et la géographie des gènes humains, les valeurs de FST montent jusqu'à 0,46 entre les pygmées Mbouti et les papous de Nouvelle-Guinée. Donc une valeur plutôt élevée, montrant que ces populations sont en effet assez différentes l'une de l'autre. Mais ça, c'est pas très étonnant. Ces populations ayant été séparées il y a très longtemps et étant situées aux antipodes l'une de l'autre, on peut en effet s'attendre à avoir une valeur de FST assez élevée. Pour aller un peu plus loin, on peut regarder comment le FST entre populations varie en fonction de la distance. Si des races séparées couvraient des surfaces assez larges, on devrait avoir quelque chose comme ça. Le FST devrait être faible au sein d'une même race, donc entre des populations proches les unes des autres, et on devrait voir des paliers en comparant des populations de deux races différentes un peu éloignées géographiquement. En réalité, on observe une relation linéaire entre les deux, avec des populations proches ayant un FST faible et des populations éloignées, et donc ne pouvant pas se mixer ou difficilement, ayant un FST élevé, comme pour les papous et les Mbouti. Mais on ne voit pas de groupe distinct qui correspondrait à des races. Et si les valeurs de FST peuvent être élevées à une échelle fine, c'est-à-dire en considérant des populations très spécifiques, si on regarde les valeurs de FST à plus grande échelle, en considérant des groupes typiquement considérés par ceux qui parlent de race humaine, on obtient des résultats bien différents. Au maximum 0,05 en prenant les limites les plus élevées. Ces valeurs très faibles montrent qu'on ne peut pas identifier si deux individus appartiennent à deux groupes différents ou au même groupe. Donc, en conclusion, y a-t-il des différences génétiques entre des populations spécifiques à l'échelle du globe? Bien oui, et ces différences peuvent être assez importantes si ces populations ont été séparées il y a longtemps. Est-ce important de considérer ces différences? Oui, il est par exemple important de comprendre quelles populations sont plus susceptibles que d'autres à certaines maladies. Certaines maladies sont liées à certains gènes. C'est pour ça qu'on vous demande parfois s'il y a des antécédents de cancer dans votre famille. De la même façon, certaines populations sont plus susceptibles que d'autres à certaines maladies. Par exemple, les Polynésiens sont beaucoup plus sujets à l'obésité et au diabète de type 2, probablement à cause d'une sélection naturelle d'individus capables de stocker de l'énergie pour des longs voyages maritimes. Il est donc important de comprendre d'où vient cette susceptibilité pour créer des politiques de santé appropriées, mais aussi pour concevoir des médicaments, vaccins, etc. adaptés à ces populations. Les problèmes commencent quand on essaie d'établir une discrimination à partir de ces critères. Ces différences correspondent-elles à des races? Non! No! No! No!
Et ça, j'espère l'avoir montré clairement dans cette vidéo. Si on peut identifier certains groupes biologiques partageant certaines mutations spécifiques, ça n'est pas applicable à tous les peuples. On a vu notamment qu'on ne peut pas parler de race noire d'un point de vue phylogénétique. Et les différences entre ces groupes vont concerner des mutations spécifiques qui font différer en fonction des groupes que l'on compare, mais qui représentent peanuts par rapport à l'ensemble des gènes. Utiliser le mot race pour parler des humains, c'est donc mettre des gens qui partagent des caractéristiques physiques et géographiques dans un groupe commun, en sous-entendant que ce groupe est un groupe biologique, un groupe naturel. On vient de voir que ça tient absolument pas la route. Le concept de race humaine est donc artificiel et culturel. D'ailleurs, en pratique, des études ont montré que le concept de race ou même de classification ethnique est subjectif et varie selon la culture du pays. Des gens se considérant blancs au Brésil seraient considérés comme noirs aux États-Unis. Et de nombreux pays utilisent les mêmes termes liés à la race de façon complètement différente. Mon but ici n'est pas de discuter la pertinence d'utiliser le mot ou un concept similaire d'un point de vue culturel en fonction du contexte. Ce n'est pas mon domaine de compétence et il faudrait demander à des sociologues pour avoir une meilleure perspective de ce problème complexe. Ni bien sûr de nier que certains groupes subissent des discriminations en fonction de leur origine, de leur culture ou de leur couleur de peau. Mais il est justement important de séparer cette question de la biologie pour ne pas l'utiliser de façon erronée à des fins malsaines et discriminantes. Et j'espère que j'aurai contribué un peu à cela avec cette vidéo.